sais, comme Trump disait, hey, devenez notre 51e État, vous allez payer moins d'impôts. Ben oui, pas de problème. Tu n'as plus d'assurance maladie, tu n'as plus de services sociaux pour les personnes âgées, tu n'as plus de services sociaux pour les handicapés, Si on regarde son meilleur allié, Elon Musk, il y a une compagnie qui s'appelle SpaceX qui a besoin d'une quantité énorme d'hélium. Le plus gros approvisionnement d'hélium en ce moment, là, c'est au Canada. Salut tout le monde. Ben écoutez, on a un revenant aujourd'hui, Sylvain Laberge de 1844 Ressources. Comme vous le savez, Sylvain, c'est un bon collaborateur à nous. Quelqu'un qui connaît super bien le marché au Québec, le marché minier, contexte économique, puis surtout quelqu'un qui me dit, fin de l'été, que l'or était pour frapper tel prix. Il a eu raison, même un peu d'avance. Quelqu'un qui connaît, comme je vous dis, très bien le marché minier. Fait que ça tombe bien. Sylvain, comment ça va? Très bien, très bien. J'arrive justement du PDAC à Toronto. Atmosphère assez intéressante. Beaucoup de gens, beaucoup de projets qui étaient sur le plancher. Ça a été plaisant pour les 4 journées que j'ai été là. Ça a été plaisant. Puis le mood, tu sais, par rapport à ce qui se passe, on va pas mentir, les États-Unis... C'est un peu dans mes notes là, de mentales. C'est sûr que nous, lundi soir, on a eu le droit à la sortie de notre ami Trump. Je pensais qu'arriver là, mardi matin, et que les gens auraient le menton pas mal à terre, mais contrairement, je pense que les gens sont résilients dans le secteur des ressources naturelles, puis je pense qu'on l'a toujours été résilient. On est un secteur cyclique, fait que faut que tu sois résilient. Tu sais que tu vas avoir des bonnes périodes, tu as des périodes où ça va être difficile, comme les 13 dernières années, ça a été difficile, à part quelques petites entrées là, en 2016-2020. Mais je pense que en tout, on voit un peu c'est quoi la stratégie en arrière des tarifs, en arrière de tout ce que peut raconter Trump et de tout ce que peut raconter de son ami Elon Musk et tous ses collaborateurs. C'est simple, c'est une guerre de métaux, c'est une guerre de ressources naturelles. Tu sais, ils ont beau dire que c'est une guerre parce qu'ils sont tannés, c'est une guerre économique parce qu'ils veulent récupérer sur l'argent qu'ils mettent un peu partout. Mais la réalité des choses, on a juste à regarder ce qui se passe avec l'Ukraine. Tu sais, je veux dire, on fait des ultimatums à l'Ukraine en lui disant, ben écoute, on veut ramasser tes terres rares, puis on veut ramasser ton titane, puis on veut ramasser, c'est de même qu'on va financer. On va te financer, il n'y a pas de problème. On veut ton gaz naturel. Puis après ça, c'est ça. Puis après ça, on va s'occuper du Groenland. Groenland, c'est pétrole, c'est lithium, c'est or. Il y a énormément de ressources naturelles. Petite population. Fait que c'est facile de mettre la main sur une petite population. Puis on va faire le 51e État avec le Canada parce que avant les élections, il en avait déjà parlé. Tu sais, il parlait de dévier la rivière, je pense que c'est la rivière Fraser, de la Colombie-Britannique pour emmener de l'eau en Californie. C'est complètement, tu sais, dans le fond, on est probablement la plus grande réserve d'eau douce mondiale. On n'est pas probablement, on est la plus grande réserve d'eau douce mondiale. En plus de ça, ben on est exportateur direct de cuivre aux États-Unis. On a un dépôt de lithium assez impressionnant dans le nord du Québec. On a de l'uranium, on a de l'uranium, on a de la potasse, on a du phosphate, Fait que pour lui, c'est comme on va faire un takeover sur le pays en haut, puis on va se servir comme dans le plat de bonbons, puis tu sais. C'est quand même comique quand tu dis, parce que tu dis tout ça, puis tu sais, moi j'aime ça parce que les journalistes, ils vont pas du tout regarder ça. T'sais, ils vont pas se creuser la tête plus que ça parce qu'ils vont juste arrêter aux commentaires de bouffons, pas en arrière de la méthodologie, et que son plus gros, en ce moment, son aviseur le plus vocal a des compagnies qui run pas mal juste sur des métaux critiques. Mm-hmm. Puis qui est installé au Canada. Ben ça, on n'en parle pas. C'est facile à parler, là, je veux dire, si on regarde son meilleur allié, Elon Musk,
que je pense que dans d'autres blogs que j'ai fait dans le passé, j'ai toujours dit ça n'a jamais été la personne que T'apprécies. Que j'apprécie. Je trouve ce gars-là complètement arrogant et imbu de lui-même, et on peut en sortir plein, là. T'as une compagnie de voitures électriques, alors c'est sûr les métaux critiques. Puis moi, c'est des commentaires comme il a sorti la semaine dernière, on devrait abolir les voitures électriques, on va continuer dans le pétrole. Là, je comprends rien. Il y a une compagnie qui s'appelle SpaceX qui a besoin d'une quantité énorme d'hélium, énorme de pétrole et de pétrole, de fuel, de gaz, de nitrogène. Puis tu sais, le plus gros approvisionnement d'hélium en ce moment, là, c'est au Canada. Puis l'autre production d'hélium, c'est en Russie. Fait que on a un problème. Ça rend les choix un peu faciles. Puis c'est pour ça que le 51 Nemeta, c'est quelque chose qui l'intéresse mais c'est quelque chose qui est impossible. C'est parce que c'est impossible parce qu'on peut le voir, là, le ralliement de la population. Je lisais des statistiques la semaine dernière. Les produits d'importation américaines au détail, là, on parle dans les magasins au détail, ont baissé dans les derniers 5 semaines, ont baissé de 35%. Les produits canadiens ont augmenté de 35%. Ça veut dire que là, les gens commencent à lire les étiquettes, commencent à lire d'où ça vient, c'est quoi la provenance. Tu sais, quand j'achète on dira pas dans quel magasin, mais si je vais dans un magasin puis je regarde la pièce de viande qui est à vendre, puis c'est marqué USDA, je pense que je vais aller acheter ma pièce de vente dans l'autre magasin à côté qui va me donner du 3A, du Angus ou du bœuf ordinaire. Mais le choix, il est là, en plus. Le choix, il est là. Tu sais, je veux dire, faut toujours que tu regardes d'où vient ton produit, qui l'a fait, puis ça devrait être depuis des années, là, ça devrait même pas. C'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller vers nos produits au niveau de nos régions, ces choses-là. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, j'ai fait le switch. Je suis passé du bourbon à du rye. Puis on en a des bons rye canadiens qui sont aussi bons que le bourbon. C'est sûr que en cours de route, on en parlait un peu au PDAC. Les compagnies d'aviation, en ce moment, les airlines américaines et même les Canadiennes commencent à trouver qu'il y a une baisse énorme au niveau des vols. Je vais vous donner, on parle ici, les snowbirds, on parle toujours de la Floride, mais quand vous êtes dans le Manitoba, Alberta, Saskatchewan, c'est la majorité du temps, les gens, oui, il y en a qui vont aller en Floride, mais la majorité, ils vont aller vers Phoenix, Arizona, ils vont aller vers Corpus Christi au Texas. Puis apparemment que sur ces vols-là, en ce moment, c'est entre 25 et 35% de moins de personnes qui embarquent. Moi, je peux dire que demain matin, quelqu'un m'offrirait d'aller passer 2 semaines en Floride. Je dirais non. Pour peut-être 200, 500 piastres plus cher, parce que je regardais justement des vols. Je vais m'en aller en Europe. Ah ouais. Je vais aller en Europe, je vais aller au Portugal, où je vais pouvoir me louer une chambre pour 90 $ la nuit. Tu sais, aller au Mexique. Je peux aller au Mexique, je peux aller dans les îles, je peux aller au Costa Rica. Ouais. Pourquoi je m'en irais en Floride? Premièrement, pour quand tu es Canadien, je sais, je l'ai vécu à la guerre de l'Irak. J'étais descendu au Texas pour une raison de business en auto. Puis quand les Canadiens, tu avais ta plaque du Québec, il y a certains endroits au Tennessee où je me suis fait regarder de travers, puis je me suis fait traiter de vendu parce qu'on n'avait pas participé à la guerre de l'Irak. Fait que tu t'imagines, ça me tente-tu d'aller en Floride? Ça me tente. Mais il y a quand même, tu sais, on l'aime pas, ou du moins, on le trouve assez farfelu, le gars. Il y a un aviseur qui a clairement un agenda, lui, qui est capitaliste. Mais, faut dire une chose, par contre, puis peut-être tu vas être capable de me corriger, mais ce qui arrive, c'est que ça force le Canada à développer des nouveaux partenariats ou peut-être renforcer des partenariats existants avec l'Europe. Peut-être ça crée une situation où est-ce qu'on commence à... J'ai le goût de te répondre vite, là. Oui, mais c'est parce que là, maintenant, nos ressources, on le sait. Ils ont une valeur, sont ici. Le Canada, c'est meilleure place au monde. Excusez-moi. Louis-David, arrête ta question. All right. Je ne veux pas t'interrompre, là, mais je vais juste te donner une idée parce que ça me passe dans la tête, là. Tu sais, il y a quelques années,
il y avait eu l'intention de faire le pipeline West-Est. Exact, oui. On avait parlé de gaz liquéfié au Québec. Rumeuré, je suis pas dans les secrets des dieux, là, mais faut toujours penser qu'il y a énormément de lobbyistes. Autant les Américains vont venir faire du lobbying du côté du Québec ou du côté du Canada, ils vont injecter de l'argent avec les environnementalistes. Puis ça, je pense que si on est réaliste et si on réfléchit comme il faut, comment toutes ces causes-là, tous ces environnementalistes, ces genres de groupes se financent. Ouais. C'était-tu à l'avantage, peut-être, c'est une théorie, là, mais c'était-tu à l'avantage des Américains qu'on bâtisse un pipeline pour envoyer dans l'Est du Canada? Premièrement, on aurait pu envoyer ça chez Irving, dans l'Est du Canada, qui a une raffinerie. 2, on aurait pu envoyer ça aussi en Europe, ce qui aurait diversifié notre risque avec les États-Unis. Le gaz liquéfié, si on avait été capable de faire du gaz liquéfié au Québec, puis d'être capable de le transporter, je sais qu'à un moment donné, on avait un client direct, si jamais ça avait marché, c'était l'Allemagne. Mm-hmm. L'Allemagne était prête à acheter le gaz liquéfié. Fait qu'il faut toujours regarder c'est quoi l'avantage économique pour les gens, et la province et le Canada, et c'est quoi la raison pourquoi tu as énormément de barrières. De pushback, ouais. De pushback, de pousser. C'est comme, tu sais, t'as des projets dans le secteur des ressources naturelles, que ce soit un projet de cuivre, un projet d'or, un projet... T'as toujours des gens qui vont venir à la gate ou à la porte, puis vont toujours être opposés. Puis ça, je l'ai dit dans le passé, on n'est plus des gens qui travaillent dans le secteur des ressources naturelles comme en 1920. En 1920, on n'avait pas conscience de c'était quoi l'environnement. On rentrait, on minait, puis merci, il y avait des résidus, pas grave, on continue, on passe à d'autres choses. Aujourd'hui, on a tous des départements environnementaux, on a tous des géologues, des ingénieurs environnementaux. On est conscient de ce qu'on fait, on sait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, quand on parle, ah oui, tu vas faire un open pit à tel secteur. Oui, je vais faire un open pit. Pensez-vous que je suis plus dommageable que la mine de gravier qui est à côté, parce qu'on n'appelle pas ça réellement une mine, là. La plupart du temps, on va appeler ça une carrière, mais au bout de la ligne, c'est une mine à ciel ouvert, dans le gravier, où ça va créer de la poussière. Mais ça, des gens ont plus de facilité à vivre avec ça, parce que du gravier, tu t'en sers pour mettre dans ton entrée, pour mettre sur ton terrassement. Ah ouais. Tandis que tu vois pas tu vois pas c'est quoi l'avantage d'avoir du cuivre ou c'est quoi l'avantage d'avoir une mine d'or. C'est quoi l'avantage? Ben, premièrement, l'avantage d'avoir une mine d'or, c'est les retombées économiques sur la province, sur le secteur. Les retombées économiques, c'est absolument incroyable, là. Si on regarde ce qui se passe en ce moment dans la région d'Amos, il y a du mont nickel qui va rentrer en production. Et éventuellement, là, c'est des retombées de 776 millions par année. Ben ouais. Année. C'est énorme. Ça veut dire, c'est les impôts payés par les employés qui vont travailler. C'est les redevances qui vont être payées au gouvernement. C'est les emplois à côté. Faut toujours penser que tu ouvres une mine, tu as 300 employés, ben ça crée de l'emploi pour 1200 employés alentours. Tous ceux qui travaillent comme machinistes, ceux qui travaillent comme mécaniciens, ceux qui travaillent comme excavateurs. C'est tous ces gens-là qu'il faut que tu ailles chercher. C'est malheureux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui défend ou essayer de faire comprendre c'est quoi la perception de bâtir une nouvelle mine. Je peux regarder en ce moment, on va parler de graphite. On va parler de graphite. Ah ouais. OK. Ben, Nouveau Monde Graphite. OK? Probablement un des plus beaux projets en ce moment au Québec. Qui, environnementalement, a fait tout dans les règles de l'art pour rester une des mines les plus propres. Probablement va avoir tout son équipement électrique. Je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est quelque chose qui se discute en ce moment. Mais, tu sais, on fait tout en conséquence pour que ce soit plaisant pour tout le monde. Je suis allé voir un projet dans les Andes. Ben, croiriez-vous que le projet que je suis allé voir, ils ont embauché un architecte qui a développé tout le concept de bâtiment qui va être fait
sur cette mine-là pour, éventuellement, à la fin de la vie de la mine, que tous les bâtiments soient remis aux gens alentours pour faire une attraction touristique. OK, fait qu'il y a un projet de villégiature. Quand tu dis que dans le bâtiment, ils vont faire pousser leurs légumes à partir du bassin de poissons qui entoure, puis tu sais, c'est réellement, là, c'est plus écologique que ça, tu meurs. Tu vas avoir des systèmes de panneaux solaires, tu vas avoir des systèmes de windmill, d'éoliennes, pour être capable d'avoir la capacité électrique, puis tu es à 4800 mètres dans les airs, là. Fait que tu peux voir on y réfléchit à ça. Cette semaine, on parlait d'un projet, justement, dans le Nunavik, qui est un projet qu'ils sont après faire un projet architectural pour, justement, léguer dans le futur aux Inuits qui vont pouvoir s'en servir probablement pour le tourisme. Parce qu'il faut toujours penser, une mine, ça dure peut-être 25, peut-être 50, peut-être 100 ans, dépendamment de ce que tu trouves ça, au niveau du chose. Mais il y a toujours la question que tu veux laisser un héritage, mais pas un héritage comme on laissait dans les années 50, un héritage positif. Ben, ça revient un peu comme quand ça a commencé avec la révolution industrielle. C'est OK, ben pourquoi, là, on s'entend, ça n'a pas été fait pour Détroit. Mais quand Ford s'est installé là, ben ça a créé Détroit, là, ça a créé la ville. Ça a créé la ville. Le Exactement. meilleur exemple, c'est Murdochville. Parfait. T'es dans le milieu de la péninsule de Gaspésie. Il y a une découverte qui se fait au début du 20e siècle. Ça a pris 50 ans avant que quelqu'un arrive là et suive la découverte puis qu'il dise « Hey, OK, parfait, ça a l'air d'une mine. » En 1954, M. Murdoch est arrivé là, puis il dit « OK, parfait, on bâtit une mine. » Puis il a bâti une mine, il a bâti le village, il a bâti toutes les infrastructures, puis c'est de même que la ville s'est développée. On peut parler de l'Abitibi, Nord-Métal, ça a été bâti à cause de tu sais, ces choses-là. Et puis, tu sais, demain matin, quand les mines ferment, bien souvent, tu vois que c'est des villages qui viennent à mourir. Ouais. Si je regarde Malartic, avant l'ouverture de Canadian Malartic par Cisco, il restait comme 3000 ou 4000 personnes. Aujourd'hui, c'est une ville, là, ils sont, je pense, c'est 18 000 ou quelque chose du genre. Il y a des organisations, ils ont eu un paquet de choses modernes, des centres communautaires, des écoles. Ça a ravivé le secteur, ça a ravivé le monde. C'est sûr que les gens vont dire « Ouais, mais c'est pas tout le monde qui travaille à la mine qui reste à Malartic. » Moi, je travaille à Chambly, c'est pas tout le monde qui reste à Chambly qui travaille à Chambly, là. Ah non, mais t'as quand même un épicier dans cette ville-là, t'as quand même une boucherie, t'as quand même un garage pour automobile, t'as quand même un concessionnaire d'auto qui arrive, puis j'en laisse, t'as des écoles, t'as plein de services et plein de compagnies. C'est ça le concept d'une ville. Ouais, ça reste. Ça reste. Ça disparaît pas, là. Exact. C'est sûr que, bon, c'est un ralentissement économique parce que la mine ne marche plus, faut pas penser dans 100 ans, là. Peut-être dans 100 ans, celle-là ne marchera plus, mais il va peut-être y en avoir un autre à côté où il va falloir restructurer l'emploi. Tu sais, premièrement, il y a 100 ans, tu m'aurais dit ça va se passer comme ça, personne ne l'aurait su, là. Tu sais, la population n'était pas énorme comme elle est aujourd'hui. Les demandes sont pas énormes comme ils sont aujourd'hui. Tu sais, pour en revenir, c'est l'éducation, c'est de comprendre, pas toujours à regarder le négatif, pas toujours à regarder ce qui s'est fait dans les années 50, pas toujours à regarder les documentaires qui sont mis souvent à la télévision qui te montrent quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans en disant c'est de même, puis c'est de même, ça va continuer. Les coupes à blanc, ça se passait dans les années 60-70. Aujourd'hui, ça se passe quasiment plus. Ouais, ça se passe plus là dans ce que je sais. Mais c'est que les gens, l'industrie, on change. Puis il faut changer la mentalité des gens. C'est ça qui est le problème, c'est que on incruste à ces gens-là ou à certaines personnes le négatif. Puis là, eux autres, ils vont du côté négatif, puis ils vont dire là, moi, je m'oppose. Mais c'est parce que plus tu t'opposes, plus on s'enterre. Tantôt, on disait, bon, pourquoi le 51e État? Si vous voulez, demain matin, on s'en va au 51e État. Je suis pas sûr qu'on va avoir les mêmes normes et les mêmes réglementations,
Puis si demain matin, pour l'armement, on a besoin de ça, puis on a besoin de ça, puis on a besoin de ça, on va venir piger, parce que là, aux États-Unis, ils l'ont pas. Fait qu'ils vont venir piger au 51e État. Fait que faut toujours regarder les lois qu'on a en place sont très régissantes pour les compagnies. Puis en plus, les compagnies, par-dessus ça, s'en mettent. Fait que faut toujours penser qu'il y a du positif dans ce qui s'est passé dans le passé. Ça a fait changer l'industrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.